Alors, quelle prescription peut-on faire à partir de cette théorie des coûts de transaction? Évidemment, pour choisir quelle est la meilleure forme de coordination des activités, l'entreprise ou le marché, mais aussi, dans un certain nombre de cas, pour limiter les coûts de transaction. Est-ce que l'on peut limiter les coûts de transaction? Alors, les situations dans lesquelles les coûts de transaction sont élevés, eh bien, elles ont été mises en évidence par Williamson, et donc, ce sont de véritables prescriptions pour que les entreprises intègrent l'activité. Voilà, il y a un certain nombre de cas où les coûts de transaction vont être relativement élevés, et donc, ça va justifier l'intégration d'activité. Alors d'abord, le cas où les actifs sont spécifiques. Qu'est-ce que des actifs spécifiques? Eh bien, par exemple, pour produire ce dont on a besoin, il faut des machines très spécialisées qui n'existent qu'en nombre limité et qui ne sont utilisées que pour des applications très confidentielles. Voilà ce que c'est un actif spécifique. Alors plus les actifs sont spécifiques, donc moins il va y avoir de fournisseurs possibles, puisque ce sont des biens d'équipement, si vous voulez, qui sont très particuliers, et plus l'entreprise va avoir intérêt à intégrer. Puisque là, le risque d'opportunisme, il va être très important chez le fournisseur, puisqu'il sait, le fournisseur, qu'il est un des seuls à pouvoir proposer ça à l'entreprise. Donc c'est une véritable incitation au comportement opportuniste. Donc là, plus les actifs sont spécifiques et plus l'entreprise a intérêt à intégrer l'activité en question. Ensuite, il faut tenir compte de la fréquence de la transaction. Est-ce que l'échange, s'il devait y avoir échange, est unique? Dans ce cas-là, évidemment, on ne va pas intégrer l'activité. J'ai besoin d'acheter 200 paires de chaussures de sécurité pour mes gars sur les chantiers. Voilà, je reviendrai en racheter que dans quelques années. Il est évident que je ne vais pas me mettre à fabriquer des chaussures. Donc, quand la transaction est unique, à ce moment-là, c'est toujours l'externalisation qui doit être recommandée. Par contre, ensuite, il y a deux autres cas. Elle est occasionnelle, c'est-à-dire elle est récurrente mais avec irrégularité. Et enfin, elle est récurrente, c'est-à-dire que toutes les semaines, je commande 25 tonnes de matières premières à ce fournisseur. Plus je vais vers la récurrence, et plus, a priori, je suis intéressé par l'intégration de l'activité. Mais ce n'est qu'un des critères, puisqu'il faudrait considérer aussi la spécificité des actifs. Enfin, l'incertitude comportementale, c'est-à-dire le risque d'opportunisme. Plus je sens ce risque d'opportunisme chez mon partenaire, et plus, évidemment, je suis incité à intégrer. Mais je dirais que les deux critères qui doivent être pris en compte en priorité pour cette décision entre faire et faire faire, eh bien, c'est la spécificité des actifs et la fréquence des transactions. Alors, on peut aussi, dans le cas où on aurait décidé d'externaliser, donc de confier au marché, eh bien aussi, on peut préférer des contrats spécifiques, puisque Williamson nous montre que les types de contrats ne sont pas neutres dans la décision que l'on va prendre. Alors, ce sont des contrats marchands, ce sont des contrats de sous-traitance, ce sont des contrats avec des équipementiers, c'est-à-dire des contrats. La différence entre la sous-traitance et les équipementiers, c'est que le sous-traitant exécute pour le compte d'un donneur d'ordre quelque chose qui était défini par ce donneur d'ordre, et c'est le donneur d'ordre qui a la propriété intellectuelle de ce qui est fabriqué, alors que chez l'équipementier, au contraire, l'équipementier développe une solution spécifique pour son client, mais garde la propriété intellectuelle de ce qu'il a développé. C'est une grande différence d'un point de vue juridique et contractuel, évidemment, puisque dans le deuxième cas, l'équipementier va pouvoir vendre ce qu'il a défini et inventé à d'autres entreprises, y compris aux concurrents de la première entreprise avec qui il a fait la transaction. Alors que dans le cadre de la sous-traitance, le sous-traitant, n'ayant aucun droit sur la propriété intellectuelle, eh bien, ne peut pas utiliser ce qu'il a appris à faire avec son donneur d'ordre pour fabriquer et vendre à la concurrence. Donc,
avec des implications très très fortes. Ou bien les nouveaux contrats dont nous serons amenés à reparler, c'est-à-dire des contrats gagnant-gagnant, les plus complets, les plus épais aussi, mais normalement les plus durables, ce qu'on appelle les contrats partenariaux, qui sont les nouveaux types de contrats entre les entreprises. Alors, comment limiter les coûts de transaction ? D'abord, en ce qui concerne les litiges, les comportements opportunistes, on peut les limiter en essayant de rendre le plus complet possible les contrats. Les plus complets possibles, mais aussi de choisir le meilleur type de contrat. Donc, quand on est sur une transaction sans incidence, j'achète des fournitures de bureau pour mon entreprise, on passe par un contrat classique, un contrat marchand, avec un bon de commande extrêmement simple. On spécifie ce qu'on va acheter, la quantité, le prix qui est indiqué et le mode de règlement. C'est ça, si vous voulez, le contrat classique marchand traditionnel. Donc là, on est vraiment sur les transactions qui n'ont que peu d'incidence sur la vie des entreprises. Après, on a les contrats néoclassiques, c'est-à-dire des contrats qui sont des contrats tripartites. Il y a donc les deux partenaires, par exemple l'acheteur et le vendeur, mais il y a un arbitre dont on a déclaré l'existence et les compétences sur le contrat. Donc c'est lui qui réglera le problème éventuel du litige et qui dira le droit sur le devenir du contrat et des conditions du contrat. Donc c'est un mode de résolution, si vous voulez, des litiges. Enfin, troisième type de contrat, le contrat unifié, partenarial, on pourrait le qualifier comme ça. C'est un contrat qui se construit en cours de la relation. Par exemple, on est donc sur un contrat à long terme qui nécessite la fourniture de pièces en matière plastique. Eh bien, on n'a peut-être pas tout prévu sur l'évolution des cours du pétrole. Et donc, on va renégocier en fonction de la hausse et de la baisse des cours du pétrole à combien va se vendre l'objet de la transaction, si vous voulez. Qui n'est pas forcément une répercussion totale de la hausse des prix, mais en même temps, quand le prix du pétrole va baisser, on ne répercutera pas aussi totalement la baisse, pour que le prix il soit relativement régulier pour l'acheteur. On peut donc effectivement avoir ce type d'arrangement, mais ce type d'arrangement, on va être obligé de le mettre en place au fur et à mesure de la relation. C'est ça un contrat partenarial. On prévoit plein de choses, et on prévoit surtout de discuter dans un certain nombre de cas. Et puis, on peut, quand on ne travaille pas sur la complétude des contrats ou sur le type de contrat le mieux adapté à la relation, eh bien, on peut mettre en place des structures de contrôle et de surveillance. Enfin, on doit. L'idée, c'est que ces structures de contrôle et de surveillance soient le plus efficientes possible. Enfin, on peut mettre en place un système d'incitation, c'est-à-dire un système qui incite le vendeur, par exemple, à bien se comporter vis-à-vis de l'acheteur. Alors ces incitations, elles peuvent être de nature financière, bien évidemment. Elles peuvent être aussi et surtout sur la continuité de la relation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on recommande de signer des contrats sans horizon, sans terme de temps, c'est-à-dire des contrats qui sont tacitement reconductibles et qui engagent donc les deux protagonistes à ne pas développer de comportement opportuniste parce que, comme ils sont tacitement reproductibles, au moindre comportement opportuniste subi, celui qui l'a subi va dénoncer le contrat. Donc voilà une méthode d'incitation non financière, enfin non directement financière, parce que évidemment quand un contrat se prolonge dans le temps, il a une conséquence financière sur les entreprises, puisqu'il génère du chiffre d'affaires récurrent. Donc il intervient bien sur la situation financière des entreprises. Bien, donc théorie des coûts de transaction extrêmement importante pour décider si
on fait quelque chose ou si on le confie sous différentes formes au marché.